Bonjour. Le débat important sur l'avenir de nos pensions est globalement peu présent dans la campagne électorale. Pourtant, il concerne beaucoup de gens et certainement pas seulement ceux qui sont déjà à la retraite. Il y a encore moins de discussions sur le rôle des pensions complémentaires, le soi-disant deuxième pilier dans le défi global des pensions. En tant que politologue, je suis donc curieux de connaître les différentes visions des partis politiques à ce sujet. Et donc, je vais simplement leur poser la question moi-même, ici, aujourd'hui en studio, lors de ce débat rendu possible par Assuralia et Pensio Plus, et dans lequel nous aborderons plusieurs thèmes importants. Nous avons donc réuni des représentants des 6 partis francophones représentés dans nos parlements et je vais vous les présenter brièvement. Je commence par Sophie Merckx, chef de groupe à la Chambre pour le PTB, où elle est élue depuis 2019. À côté d'elle, Ismaël Nuino, qui est premier suppléant à la Chambre pour la circonscription de Bruxelles pour les engagés. À côté de lui, Gilles Van den Buur, député à la Chambre, coprésident du groupe Écolo Groen. À côté de lui, Karine Lallieu, ministre des Pensions au gouvernement, ça tombe bien, au gouvernement fédéral pour le PS. Ensuite, Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur et sénateur. Et finalement, Pierre Pinte de Défi, qui est conseiller provincial au Brabant wallon et qui est aussi tête de liste dans cette même circonscription pour ce même parti à la Chambre. Voilà, maintenant que tout le monde est présenté, nous pouvons commencer. Pour commencer donc, je vais vous tracer brièvement le cadre plus large de ce débat et du défi lié à nos pensions. Commençons par la bonne nouvelle. Les gens vivent de plus en plus longtemps. Tous les 50 ans, il y a 10 ans de vie supplémentaire. Logiquement, la durée de paiement des pensions devient donc également de plus en plus longue. Et voilà la moins bonne nouvelle, cela met le financement sous pression. D'autant plus que le nombre de personnes actives soutenant les charges des pensions diminue constamment. Les pensions légales d'aujourd'hui sont financées par des cotisations sur les salaires de la population de 20 à 65 ans. Et alors qu'en 1970, il y avait 4 personnes de cet âge-là pour chaque retraité, selon les prévisions actuelles, il n'y en aura plus que 2 en 2070. De plus, la pension légale ne suffit déjà pas aujourd'hui pour maintenir le niveau de vie après la retraite et souvent même pas pour payer un séjour en maison de repos. C'est que la pension moyenne en Belgique est inférieure de 20% à la moyenne européenne. Ainsi, nous en venons à la question de savoir s'il doit y avoir un rôle pour les pensions complémentaires dans cette histoire et si oui, lesquelles exactement. Permettez-moi donc de commencer par cette première question que nous allons préciser tout de suite avec une proposition sur laquelle je vous demanderai tous de répondre par oui ou par non. Vous avez des instruments à votre disposition pour cela. Et donc la première proposition à laquelle je vous demanderai de répondre, c'est une combinaison de la pension légale et de la pension complémentaire est nécessaire pour profiter de ces vieux jours sans souci. Allez-y. Ouais. Voilà, ok, mais très bien. Voilà, un débat politique avec déjà un grand consensus. J'aurais peut-être cru que, Madame Merckx, que vous auriez quand même dit non à cette question, puisque voilà, je me suis un peu informé, bien sûr, pour ce débat, et j'avais quand même compris que le PTB n'est pas un grand fan des pensions complémentaires et qu'il voudrait peut-être même s'en débarrasser. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas fans de la pension complémentaire, mais pourquoi j'ai répondu oui? C'est parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les pensions du premier pilier en Belgique sont fort bas par rapport aux autres pays. Une pension moyenne est 1 467 € par mois, et comme vous l'avez dit aussi, la plupart des gens, ça ne suffit même pas pour payer la maison de repos, par exemple. Donc, il y a eu une enquête qui montre qu'en moyenne, il y a 500 € de plus à payer pour la maison de repos. Et donc, dans les faits, effectivement, avec la pension légale,
on n'est pas assez. Et donc le pilier pour vous aussi, le deuxième pilier est une partie de la réponse. Mais ce n'est pas pour ça. Voilà, donc avec mon oui, je n'ai pas voulu dire que c'est une partie de la réponse. Pour nous, il faut davantage investir dans le premier pilier. Et donc c'est vrai qu'on se fait des soucis par rapport au futur. Mais en Belgique, non seulement les pensions sont basses, mais le taux de remplacement est bas aussi. Il est de 60%, alors qu'en Autriche, en France, on est à 75 et 80%. Mais on parle ici donc du deuxième pilier. Donc, oui, mais quand même, il faut d'abord mettre le cadre du premier pilier, où moi, je pense que c'est un choix de société de renforcer ce deuxième pilier. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est impayable dans le futur. Les prévisions sont qu'effectivement, en 2050, 3,5% du PIB sera payé pour les pensions. Mais en France et en Autriche, aujourd'hui, c'est déjà plus à 15%. Donc, pour moi, investir dans une pension, dans un premier pilier, c'est un choix de société. Et il faut arrêter aussi d'envoyer le message aux personnes âgées qu'on ne veut pas investir en eux, je crois. Monsieur Boucher, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment d'accord. C'est pas ça, mais le problème, c'est que tous les débats qu'on fait depuis le début de cette campagne, c'est toujours des choix de société dans lesquels il faut remettre de l'argent. Mais à l'arrivée, il faudra quand même nous dire d'où vient cet argent. Ce serait bien de vouloir créer de l'activité économique, ça c'est quand même important. Revenons à l'importance du deuxième pilier. Pour revenir sur le deuxième défi pilier, global. parce que les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres qui mélangent justement un régime avec seulement un premier pilier et des régimes avec deux piliers. Si vous prenez la Belgique et que vous avez les deux piliers, vous êtes à 65% de taux de remplacement. Ça veut dire quoi? C'est votre pension par rapport à votre dernier salaire. Les Pays-Bas, avec un deuxième pilier extrêmement développé, arrivent à 80%. Ça veut dire que le pensionné hollandais, il a 80% de son dernier salaire comme pension. Nous, notre objectif au MR, par une généralisation du deuxième pilier, par une stabilité réglementaire, par des incitants fiscaux, c'est d'arriver en Belgique à 75% de taux de remplacement. Mais ça n'est pas possible, compte tenu des finances publiques, si on n'arrive pas à mettre en œuvre un déploiement et un développement du deuxième pilier. Ok, donc vous voulez vraiment effectivement utiliser ce deuxième pilier pour et surtout que ça ne soit pas une variable d'ajustement fiscal, parce que souvent c'est ça le problème, il faut garder de la stabilité. Madame Lallieu, vous êtes plutôt d'accord avec Madame Merckx ou avec Monsieur Boucher? Alors je vais d'abord dire que le premier pilier... Ça va être compliqué. Ça. Non, le premier pilier est un pilier fondamental, parce que c'est la solidarité. Ça, on est d'accord. Oui, non, il faut le rappeler, c'est le contrat social. Et quand même, ce gouvernement a décidé de renforcer considérablement le premier pilier en augmentant la pension minimum et en faisant aussi en sorte que la pension des indépendants soit égale à la pension des salariés demain. Donc on a investi de manière considérable dans le premier pilier parce que c'est ça d'abord le principe de base et la solidarité. Et demain, nous voulons encore renforcer ce premier pilier pour augmenter le taux de remplacement, comme on a expliqué ce que c'était. Okay. Le deuxième pilier, aujourd'hui, il est très inégalitaire. C'est-à-dire que généraliser le deuxième pilier tel qu'il est organisé aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'aujourd'hui, il y a un travailleur sur 4 qui a un deuxième pilier de plus de 3%. Et ça fait juste 25% on va y revenir, des travailleurs. Mais donc, les femmes, elles n'ont pas de deuxième pilier parce que ce sont des secteurs faibles. Donc, il faut d'abord renforcer le premier pilier, faire en sorte de pouvoir le payer, et ça avec un taux d'emploi qui continue à augmenter, c'est une possibilité parce que c'est possible de financer la sécurité sociale avec des financements alternatifs. Et vous savez, le capital peut être pour nous un financement alternatif, pas pour d'autres. Et bien entendu, après, généraliser un second pilier avec d'autres types de règles qu'il y a pour le moment. Ok. Monsieur Van den Buur, comment voyez-vous le rôle du deuxième pilier dans ce défi global des pensions ? Mais donc le défi global des pensions, je veux aussi quand même rajouter le fait que, notamment sous ce gouvernement, et moi c'est vraiment un des bilans que je défends avec fierté par rapport à ce qui était fait dans ce gouvernement. Il y a des choses où on aurait pu faire clairement beaucoup mieux, mais ici, en termes de pension, on l'a fait ensemble. Hein, mais voilà. On peut aussi faire des choses bien ensemble, c'est bien. Mais ici, on a vraiment renforcé le premier pilier. Je voulais aussi insister là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question de solidarité entre générations, solidarité entre travailleurs-travailleuses, solidarité entre différentes régions du pays. On sait bien que certains souhaitent voir la fin de cette solidarité entre les régions. Les pensions, c'est la force de l'ensemble de la sécurité sociale, en fait, par rapport à ceux et celles qui arrêtent de travailler. Donc le renforcer, c'est notre priorité absolue. Je veux le dire parce que dans les choix budgétaires qui seront faits immanquablement, et qui que ce soit autour de la table après le 9 juin, les choix budgétaires seront compliqués et pour nous, le choix des pensions du premier pilier, c'est une priorité. Ça veut dire que ce ne sera pas un ajustement pour le reste. Okay. Je pense que c'est
peut-être moins clair chez les autres, donc je préfère être clair là-dessus. Sur le deuxième pilier, pour nous, oui, c'est quelque chose qui fait partie de la solution. C'est pour ça que j'ai voté oui avec le petit panneau. Par contre, il faut le réformer. Ça, c'est clair pour nous aussi. Et dans le même sens que Mme Lallieu, alors ? Nous, on a deux priorités dans cette réforme. Alors, le même sens que Mme Lallieu, en tout cas vers le sens de plus de justice. Il faut qu'il soit plus juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va y revenir. On voit que certains, par exemple, certains dirigeants ont des plus gros salaires, vont avoir davantage que par rapport à d'autres types de travailleurs. On a parlé des femmes notamment, mais il n'y a pas que les femmes. Il y a différents on va y revenir secteurs comment, de travailleurs qui ont moins. Ça, pour nous, c'est injuste, en fait. Et donc, on doit pouvoir réguler ça, notamment avec les avantages qui existent aujourd'hui, les avantages publics. Et la deuxième chose, c'est que pour nous, comme écologistes, là, c'est vraiment, je pense, une particularité, mais tous les fonds qui sont récoltés via ce deuxième pilier, pour nous, doivent être clairement investis dans des investissements qui respectent l'environnement, qui sortent des énergies fossiles et qui sont éthiques. C'est presque 100 milliards d'euros aujourd'hui, j'ai un peu regardé les chiffres avant de venir, sur l'ensemble du deuxième pilier en Belgique, qui sont d'ailleurs confiés à des institutions d'assurance et bancaires aussi. Eh bien, pour nous, il faut vraiment que ce soit dans des investissements en lien avec les objectifs climatiques et sociaux. Ce n'est pas 100% le cas aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est un nouvel élément, effectivement, dans le débat. Donc, pas l'aéroport de Bruxelles. Donc on peut avoir un fonds de pilier canadien, mais pas de l'argent belge dans l'aéroport de Bruxelles. C'est intéressant. Dans ces fonds de pension, on veut en fait des objectifs en lien avec le climat et le social. Mais donc, ça ne veut pas dire plus... Pour les mettre d'accord, c'était dans l'accord de gouvernement. Donc on doit avancer vers ça. Ça n'était pas tel quel, c'était comme beaucoup de choses dans cet accord de gouvernement, c'était une vague. Tout le monde ne connaît pas toujours aussi bien l'accord de gouvernement, j'ai l'impression. C'était pour les mettre d'accord. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant qu'un fonds de pension canadien puisse être copropriétaire de l'aéroport de Bruxelles, mais que des Belges ne pourraient pas être propriétaires de leur aéroport. Je note simplement qu'il y a une légère incohérence. Ok, mais voilà. Mais je voudrais aller vers M. Nuino pour les engager. Oui, donc pour revenir à la question peut-être du second pilier, aujourd'hui j'ai répondu oui parce qu'effectivement, par défaut, il est nécessaire pour pouvoir vivre ses vieux jours sans souci financier, puisque c'était la question. La difficulté, en fait, j'ai entendu parler de solidarité intergénérationnelle, c'est que la manière avec laquelle on gère aujourd'hui notre sécurité sociale et la question des pensions ne permet pas à un jeune comme moi, par exemple, d'être certain que dans 50 ans, dans 40 ans, il pourra bénéficier des pensions. Et donc, en fait, on le voit, les études le prouvent, la confiance dans notre système des pensions et dans notre sécurité sociale est d'année en année de moins en moins bonne. Et donc ce qu'il est important d'abord, c'est de rassurer ce premier pilier, c'est de le rendre plus efficace, mais pour le faire, ça ne suffit pas de simplement augmenter les pensions. C'est évidemment un bon point, mais le problème c'est que donner de l'argent dont on ne dispose pas, alors c'est sympa d'être généreux, mais si on n'a pas cet argent parce qu'on n'a pas fait la réforme fiscale, qu'on n'a pas fait la réforme de l'emploi et qu'on n'a pas fait les réformes des pensions, en fait, on met en difficulté le système. Et donc tous ceux qui chérissent ce système et qui en même temps continuent de le traiter en l'emmenant vers le fond parce que on n'arrive pas à le rendre pérenne, c'est un vrai problème. Okay, mais on allait revenir au deuxième pilier. Pour revenir au deuxième pilier, il est un outil qui est utile pour améliorer le taux de remplacement, effectivement. Mais donc la question, c'est de savoir si on veut réellement l'intégrer à notre modèle de pension. Et alors la question, il faudra se la poser dans le cadre d'une vraie réforme et fiscale et des pensions. Ok. Alors, Monsieur Pinte, finalement, merci. Comment regardez-vous effectivement une réaction à tout ce qui s'est dit peut-être parce qu'il n'est pas nécessaire de rappeler certaines choses. Je pense que les téléspectateurs se feront une idée de ce qui a été dit. Pour nous, ce qui est important chez Défi, dans le rôle du deuxième pilier, c'est la chose suivante. Premièrement, le premier pilier, c'est l'égalité. Et l'égalité, c'est un outil de solidarité, mais la solidarité, ce n'est pas juste, contrairement à ce qui a été dit. La solidarité, c'est profondément injuste, puisque vous en avez qui payent davantage, qui reçoivent moins, vous en avez qui payent moins, qui reçoivent davantage. Donc le deuxième pilier, il n'est pas juste non plus, il sera équitable. C'est-à-dire que pour les revenus moyens supérieurs, nous voulons le rendre obligatoire. Pour que dans leur cotisation, il y ait une partie qui leur permette, alors que le premier pilier serait rendu plus juste et qu'on aurait des pensions qui soient plus égalitaires, que dans le deuxième pilier, on ait un effet rattrapage pour ceux qui ont des revenus moyens et des revenus moyens supérieurs. La deuxième vocation du deuxième pilier pour nous, c'est le gros problème que personne ne veut aborder, c'est la modification fondamentale du travail dans la vie de nos citoyens et l'étalement des carrières. On ne fait plus une carrière linéaire de 44 ans dans une même institution, ça n'existera plus. Et donc il faut tenir
compte de cela et prévoir un système qui permet une rémunération différée. Le deuxième pilier, c'est une rémunération pour nous qui est différée. Et donc il faut un système fiscal et un système de pension qui permettent à cette rémunération différée d'être efficace une fois qu'on a atteint l'âge où on n'est plus en capacité de travailler. Ok. Maintenant qu'on connaît un peu les grands principes de tous les partis, demandons peut-être quand même aussi l'avis aux partenaires sociaux, parce qu'ils jouent également un rôle important dans cette histoire. Et donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé à certains d'entre eux de résumer leur vision en un quote, exercice bien sûr pas évident. Et voici ce que disent la Fédération des entreprises de Belgique et le syndicat chrétien CSC à ce sujet. Commençons par la FEB, qui nous dit « Depuis plusieurs décennies, le gouvernement appelle à épargner pour sa pension. Toucher au deuxième pilier de pension maintenant provoquerait donc une rupture de confiance sans précédent. Le complément essentiel à la pension légale pour maintenir le niveau de vie à la retraite est plus que souhaitable dans le développement d'un système de retraite moderne. » Et ensuite, la vision de la CSC. La CSC collabore depuis des années au développement d'un deuxième pilier en tant que revenu complémentaire et non de remplacement pour les retraités et vise à cet égard à réduire l'écart de pension entre les sexes et à harmoniser les statuts des ouvriers et des employés, les plans de solidarité sectorielle étant un instrument important pour y parvenir compte tenu de la marge sociale disponible. Voilà, maintenant que nous connaissons donc aussi l'avis des partenaires sociaux, passons au premier thème plus spécifique. Nous commençons à nouveau par une proposition concrète à laquelle je vous demanderai à nouveau de répondre par oui ou par non. Via le deuxième pilier, les travailleurs salariés et indépendants doivent pouvoir constituer une pension globale équivalente à celle d'un fonctionnaire. Qui est d'accord ou pas d'accord? Okay. Le consensus semble un peu s'effriter. Il y en a certains qui hésitent. C'est compliqué. Vous pourrez argumenter. Un principe. Plutôt oui. On peut expliquer. Oui, vous êtes au centre, donc Ouais, c'est un peu oui, c'est un peu non. Mais j'ai une réponse voilà. claire quand même. Hein. Et Écolo aussi, oui. C'est pas que je pense que c'est un objectif en fait. Mais on a parlé tout à l'heure des statuts. Nous aussi, on est pour qu'il y ait le moins de différence possible à terme entre un statut de salarié, d'indépendant et donc à un moment donné de fonctionnaire aussi. Et donc sur la vision de dire à un moment donné, il faut que les pensions puissent être du même niveau et qu'il n'y ait pas de gros déséquilibre. Là, je partage l'objectif. Est-ce que ça doit être uniquement via le deuxième pilier? Là, pour moi, on doit ouvrir la palette des propositions. D'accord. C'est pour ça que je partage l'objectif. Et de dire que ça doit être uniquement via le deuxième pilier, non, moi je préfère qu'on l'évalue avec d'autres possibilités. Okay. Sophie Merckx est la seule à avoir répondu clairement non. Donc pourquoi? Oui, Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner finalement une pension similaire Si nous voulons donner une pension similaire et une pension meilleure, mais en travaillant sur le premier pilier et pas le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est vraiment le pilier de l'inégalité. Donc, c'est le pilier aussi qui coûte beaucoup finalement. Et aussi, quand on regarde, voilà, il y a finalement, je crois que c'est 70% va à 10% et 1% des retraités prennent 20% du deuxième pilier. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a que 6 personnes sur 10 qui cotisent pour un deuxième pilier. Et chez les femmes, c'est encore beaucoup plus pire. Donc non, pour nous, ce n'est pas la solution de continuer sur cette voie. Et ce qu'il faut, c'est renforcer le premier pilier pour tout le monde. Ça, c'est clair. Et comme en France et en Autriche, je l'ai dit... Là, déjà, le PIB, c'est 15% aujourd'hui. Donc, pourquoi ce ne serait pas un choix possible aussi en Belgique? Monsieur Nuino, parce que vous n'avez pas encore non plus expliqué votre position un peu enerzijds, anderzijds. C'est ça, parce qu'en fait, l'objectif du deuxième pilier ne peut pas être celui de simplement rattraper une injustice du premier pilier. En fait, si ce deuxième pilier, c'est un peu une forme de deuxième couche sur la pension qu'on reçoit, qui est la pension légale, le premier pilier. Et si ce premier pilier, il est déjà très inéquitable, en fait, on n'arrivera pas de toute façon à rattraper. Donc là, chez les engagés, on plaide très fortement pour une harmonisation des statuts. Attention, les fonctionnaires ne seront pas une variable d'ajustement pour dire de revoir ça. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, et la FEB en parlait, on doit absolument, dans ce genre de cadre-là,
comme les pensions, qui sont des politiques sur des décennies, avoir une sécurité juridique pour les gens qui investissent dans leur pension, pour les gens qui essayent de planifier leur vie et leur fin de vie. Et donc, si tous les 5 ans, on se met à réformer et à changer tout le régime, là, ça n'est pas juste. Ok. Alors, je me tourne vers ceux qui ont dit oui à la proposition. Et je voulais leur demander, alors, comment, alors, concrètement, oui. encourager cela? C'est oui, mais Donc, c'est oui parce que pour atteindre un taux Oui. de remplacement de 75%, comme l'ont les fonctionnaires aujourd'hui. Mais effectivement, c'est le premier pilier, j'ai dit, qu'il faut renforcer. Et le premier pilier n'est pas inégalitaire. C'est le plus solidaire et le plus égalitaire. Au plus vous cotisez. Et puis, il y a un plafond au niveau du premier pilier. Et effectivement, il faut renforcer le taux de remplacement par rapport à l'ensemble des statuts. Mais je voudrais vous poser la question... Non, je vais quand même répondre à quelques... J'ai été mais je très voudrais vous courte. poser la question sur la fiscalité, J'ai été justement. très courte. J'ai été très courte à ma première intervention. Je vais quand même répondre. Ce que ce gouvernement a fait, ce n'est pas effectivement faire en sorte qu'on ne puisse pas maîtriser le coût des pensions, parce qu'il a dit juste l'inverse. On peut parler des chiffres, hein. Les chiffres parlent, les professeurs en parlent, tout le monde en parle. En fait, j'ai absolument interrompu personne. Si on veut comprendre, La parole est à Madame Lagueux maintenant. qu'on ne m'interrompe pas. Alors sinon, je peux commencer à couper tout le monde. Ça va être La parole est à Pas de vous. souci. La parole est à vous. Merci. Donc, ce qu'on a fait, c'est non seulement une réforme positive en augmentant les pensions minimum, et notamment celle des femmes, c'est faire un bonus pension, c'est faire une pension bien meilleure pour les indépendants, tout en maîtrisant le coût des pensions, puisqu'à l'horizon 2070, puisqu'il faut prévoir, on diminue le coût des pensions par rapport au PIB. Et vous pouvez voir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Bureau fédéral du plan. On a donc rempli cette logique-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc on va continuer à faire des réformes positives et soutenir le premier pilier, c'est fondamental. Ok, mais je Pour le comprends que second- comme ministre des Pensions, pour vous le voulez second- défendre votre bilan et je comprends que l'opposition veut l'attaquer. Oui, mais non, il essayons faut de pas nous dire tourner n'importe quoi. vers Je demande l'avenir. juste de regarder Et donc, les chiffres. J'aimerais notamment L'avenir, savoir je ne comment fais que vous ça. allez alors encourager... L'avenir. La généralisation du second pilier, je rappelle que c'est, parce que j'ai entendu les partenaires sociaux, que c'est dans les mains des partenaires sociaux et qui ont demandé à ce gouvernement-ci, je le rappelle, de ne pas le généraliser parce qu'il devait harmoniser les statuts des employés et des ouvriers, puisque un deuxième pilier, il ne faut jamais oublier que c'est une négociation entre l'employeur et l'employé et que l'État ne met juste que le cadre. Ça, c'est clairement. Alors, la fiscalité au niveau du second pilier, il y a aussi une demande au niveau de l'accord interprofessionnel de faire un standstill fiscal, c'est-à-dire de ne pas toucher à la fiscalité pour la prévisibilité. C'est ce que ce gouvernement a fait, sauf qu'on a quand même augmenté c'est pas- la cotisation Wennings, on l'a doublée, effectivement, pour les toutes hautes pensions, c'est-à-dire pour 3% Ok. des pensionnés. Mais Donc- par contre, la Cour des comptes, dans Mais un ça coûte rapport de 3,5 milliards, 2020, a quand même on est clairement d'accord. critiqué le système Je suis d'accord. fiscal Alors, actuel. Donc, J'avais envie de suivre la Cour des comptes. Aujourd'hui, le deuxième pilier coûte 3,5 milliards à l'État. Parce que c'est comme si la solution du deuxième pilier, c'était $1 pour l'État. C'est faux. Il coûte 3,5 milliards et, comme on l'a dit, il est totalement inégalitaire. C'est-à-dire que le gender gap pension au niveau des femmes est de 20% au niveau du premier pilier, il est de 54% au niveau du second pilier. Donc à un moment donné, moi je veux bien une généralisation du deuxième pilier si on change fondamentalement les règles. C'est-à-dire qu'il peut avoir une politique fiscale positive que si dans une entreprise, toutes les personnes ont accès au deuxième pilier et pas seulement les cadres qui font de l'optimisation fiscale. Il y a des deuxièmes piliers à 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, on donne des chicken notes aux, comme on dit à Bruxelles, aux ouvriers. Ce n'est pas acceptable. Donc on doit changer les règles fiscales et elles peuvent être avantageuses. Il n'y a pas de problème. Si, effectivement, il y a des conventions collectives qui donne un deuxième pilier à l'ensemble des travailleurs, au minimum à 3%. Alors là, on peut commencer à travailler. Mais la manière dont on fait aujourd'hui l'optimisation fiscale pour certains qui ont des deuxièmes piliers à 2 millions d'euros, qui ne payent que 10% de taxes là-dessus, alors que d'autres n'en ont pas, ce n'est pas acceptable. Ok. Donc voilà, comme je le disais déjà, M. Boucher, la Cour des comptes a critiqué le système de fiscalité pour les pensions complémentaires actuelles. D'ailleurs, le ministre que vous connaissez bien, des Finances, Vincent van Petegem, dans son plan de réforme fiscale, avait aussi prévu d'adapter ce système. Maintenant, je sais que vous n'étiez pas grand fan de son plan. Je ne sais pas si vous étiez fan de cet aspect-là.
ou si vous avez des autres solutions pour adapter la fiscalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Le premier élément, c'est la pension des fonctionnaires. Et moi, je suis ravi parce que je constate qu'à chaque fois qu'on parle de pension, depuis quelques mois, le PTB prend toujours en exemple la France. Et donc, je suis ravi que le PTB s'inscrive dans la réforme d'Emmanuel Macron, puisque la réforme d'Emmanuel Macron est justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de statut spécifique en matière de pension, qu'il n'y ait plus des fonctionnaires qui, effectivement, aujourd'hui ont des niveaux de pension en moyenne à 2 900 € bruts, pendant que des employés ont en moyenne 1 300 € bruts. Les indépendants, ça descend aux alentours de 800 €. Et donc, on se retrouve avec des différences de montants qui sont inexplicables aujourd'hui, surtout qu'en fait, ce sont des gens qui font le même métier parfois. On l'a vu pendant la période Covid, où vous aviez dans le même bureau des personnes qui font le même métier, au même endroit, durant les mêmes heures, et qui ont des protections sociales qui sont différentes. Donc la volonté Et donc ultime... le traitement fiscal, notamment du deuxième pilier, peut-être... Mais non, mais faites l'inverse. Commencez déjà à uniformiser le premier pilier et la couverture fiscale. Nous, ce que nous souhaitons, et on ne peut pas le faire en un coup de baguette magique, parce qu'effectivement, il faut préserver des publics qui arrivent en fin de carrière parce qu'il y a des droits acquis, mais pour toute une série de publics en début de carrière, voire qui n'y sont pas encore rentrés, il faut faire converger tous les systèmes sociaux vers un système social unique pour garantir un peu plus de justice. Okay. Mais revenons à la question. Et sur la question du de deuxième pilier, ce sont les partenaires sociaux qui ont demandé de ne pas y toucher. Alors on dit on n'a pas fait ça dans ce gouvernement. Heureusement que les libéraux étaient présents, parce que je peux vous dire que d'autres partenaires souhaitaient remettre en cause le statut fiscal de ce deuxième pilier. Donc moi, vous savez, on me dit que je n'écoute pas assez les partenaires sociaux. Donc pour une fois que je les écoute, on va quand même pas... Mais vous n'écoutez pas la Cour des comptes, alors, apparemment. Mais la Cour des comptes n'est qu'un organe qui donne des observations qui sont techniques. Et derrière, il y a un choix qui est politique. Et le choix politique a été de maintenir une stabilité sur ce régime qui peut évoluer à l'avenir. Moi, je ne suis pas du tout fermé. Mais si on réforme le deuxième pilier, alors une réforme du premier pilier est indispensable pour faire converger les régimes entre eux. Mais je n'accepterai pas que l'on touche encore une fois au deuxième pilier, mais qu'il y ait une vache sacrée qui serait en particulier les pensions du secteur public, parce qu'alors ça veut dire qu'on n'est pas honnête dans ses intentions. Et juste de façon très courte, les inégalités dont on a déjà parlé à votre gauche. Encore une fois, il n'y a aucune fermeture dans le chef du mouvement réformateur. Au contraire, nous avons des propositions pour réformer le deuxième pilier. Mais s'il est réformé, la réforme doit aller de pair avec une réforme du premier pilier. Mais il serait trop facile d'aller sanctionner des gens, parce que on m'explique, c'est quand même pas juste que certains constituent des droits à la pension avec de tels montants. Mais aujourd'hui, dans le premier pilier, il y a des différences de même niveau. Donc soit on vise à lutter, quitte même à créer une pension universelle de base pour chacun, et de se dire, sur la base de cette pension universelle, nous permettons aux travailleurs de pouvoir plus ou moins cotiser pour avoir des niveaux de pension élevés. Alors là, on va vraiment vers un système juste. Soit on continue cette injustice au premier pilier, et malheureusement, les injustices du deuxième pilier diront que ça n'est que pour répondre aux premières. Donc il faut revoir un système plus global. Vous êtes d'accord avec votre voisin ? Je suis en tout cas d'accord avec les analyses du professeur Coleman, qui vient souvent sur notre plateau et qui prône cette pension universelle au premier pilier, qui est fondamentale. J'ai dit oui, parce qu'après tout, je suis un garçon bien élevé, vous m'invitez, je vais dire oui. Mais en fait, la pension globale équivalente à celle d'un fonctionnaire... C'est autre chose de dire oui à une invitation ou à une proposition. Non, vous dites un fonctionnaire. Mais de quel fonctionnaire parle-t-on ? On parle du fossoyeur de ma commune qui a ses 150 € de pension. Non, mais on sait que voilà. On parle oui, non, mais est-ce qu'on parle de ce fonctionnaire-là ou est-ce qu'on parle du fonctionnaire qui est directeur général de l'administration et qui a 4 000 € de pension, comme en parle Georges-Louis Boucher? Vous savez, vous avez dit mes grandes qualités politiques. Je suis surtout chef d'entreprise. J'ai créé 25 postes de collaborateurs à mes côtés. Sincèrement, je ne dois pas leur expliquer 1000 fois toutes les vertus de la Vivaldi et des 4 dernières années en matière d'évolution de pension et d'évolution fiscale. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de regarder Canal Z pour se faire une idée de cette question. Donc le côté inégalitaire ne vous dérange pas, si je comprends bien. Mais le côté inégalitaire, il doit être égalitaire dans le premier pilier pour permettre aux plus bas revenus, et pour mettre à chaque Belge de façon égalitaire, et je dis que c'est injuste, mais c'est comme cela, d'avoir au moins 1 500 € de pension. Ma propre mère, je l'ai déjà dit sur un plateau de télé, elle a 168 € de pension. Quand on verse 168 €, quand on paye, elle a fait une demi-carrière. Elle a fait une demi-carrière, ce n'est que 20 ans. C'est pas possible. 168 € de pension. On m'a déjà dit ça. Je vous montrerai ces extraits. On va vérifier le dossier. 168 € de pension. Oui, c'est se moquer du monde. Donc ça, il faut le réformer. Et quand
quand on aura réformé cela, on sera sur le deuxième pilier. Et là, ceux qui veulent de la rémunération différée doivent pouvoir être dans un système sûr, géré avec des partenaires sociaux et géré par l'État. Parce qu'on peut parler du troisième pilier avec des tas de risques. Si l'État s'en mêle, si les partenaires sociaux s'en mêlent, pour nous, des filles, c'est une garantie. Et quel que soit le ou la ministre des Pensions considère que c'est une garantie pour nos vieux jours, et même quand c'est Madame Lallieu, on peut dormir tranquille parce qu'on sait qu'elle s'occupe de nous. Moi, je voulais rebondir parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Alors, avec ce gouvernement, mais en tout cas avec notre vision, c'est avoir un socle pour vivre dignement sur la pension du premier pilier. Ben, si vous et là, avez je pris pense des filles plutôt que le NR, et ça, vous l'auriez fait, je ne sais pas. Mais moi. c'est fait. Mais j'aimerais Augmenter la revenir pension vraiment. je préfère parler de Deuxième vision de pilier, société qui est que de dire si c'est la faute de tel ou tel. Ah, c'est vous qui mais en avez tout cas, commencé, en moi, termes je réponds. de socle de revenir base, au deuxième pilier, c'est notamment fondamental. Oui, mais ce que j'entends ici, qu'on ne l'aurait pas fait. Et ça, honnêtement, c'est pas tout à fait correct. Ok. C'est exactement ce qui nous. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Mais je ne dis Mais pas c'est ça, je dis que exactement chacun se fait ce sa propre socle-là. idée, ne Oui, oui, défendez mais donc, pas un bilan qui est indéfendable. on veut. Sur le problème fiscal, Mais monsieur Finader, on a voulu augmenter ce le socle bilan sur le du problème gouvernement après, précédent. passer à Je pense sur le que les problème, élections, mais je vous ne l'ai tombez pas dans fait. la logique opposition-majorité. Mais pas du tout. Mais je j'aimerais plutôt savoir dis que vos téléspectateurs... quelle est la vision d'Écolo sur sont bien le passés. soutien fiscal au deuxième Alors, pilier et et moi, comment il devrait, oui ou non, évoluer. Et Alors ma là, vision à moi, pour vous me la répondre laissez très pas dire. concrètement, je pense qu'effectivement, ça doit être fait quand même Je dans ne une dirai pas. réflexion globale sur l'ensemble des pensions. C'est pour ça que je pense qu'on parle tous et toutes aussi ici de premier pilier, parce que moi, je ne pense pas qu'on peut faire une réforme des pensions où on s'attaque uniquement de manière totalement isolée, en silo, à un seul pilier. En tout cas, ce n'est pas notre vision. C'est une vision Mais ça, c'est globale. clair. Donc une vision du deuxième pilier elle doit s'intégrer effectivement avec une vision, avec une prochaine réforme des pensions. Et deuxièmement, oui, le système actuel est inégalitaire, on l'a dit. Moi, quand je vois que, par exemple, la moyenne sur les derniers chiffres sur 2023, c'est qu'une personne qui sort du deuxième pilier va avoir 24 000 € de réserve, ce qu'on appelle de réserve. Et effectivement, il y a une différence de 50% entre les hommes et les femmes, premièrement. Mais alors, les dirigeants d'entreprise, où certains plus gros salaires, vont être à plus de 100 000 €. En fait. Et donc là, non, c'est pas par individu, par personne, par réserve individuelle. Oui. Bah oui. Et donc, on est dans des chiffres qui sont très différents. Et donc, il y a un soutien. Quelle solution voyez-vous? Oui, alors il y a un soutien aujourd'hui. Donc nous, on comprend qu'il y a un soutien. Je pense qu'il faut pouvoir effectivement soit de faire une progressivité. Moi, je n'exclus pas le fait qu'on puisse avoir des taux, par exemple, de cotisation sociale réduite sur les versements faits par l'employeur. On pourrait imaginer qu'en fonction des salaires, sur des taux qui bougent, en concertation sociale évidemment. Je vois que les partenaires sociaux ont aussi un avis. Ça, c'est une option. Mais en tout cas, il faut que le système soit davantage juste. Et juste, ça ne veut pas dire que tout le monde a la même chose. Je voulais répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Mais on est bien Pour moi, d'accord juste, c'est pas toujours la même chose. C'est dire que par rapport à sa situation de base, je ce qu'on l'entends. peut gagner grâce à la collectivité ou grâce à d'autres systèmes est justement distribué au sein des travailleurs et des Vous parlez travailleuses. d'une option, mais c'est donc pas, vous n'êtes pas encore sûr de votre propre vision sur la question. Si, on est tout à fait sûr qu'il faut réformer, le rendre plus juste, plus. Je ne vais pas vous donner le taux précis pour chaque tranche de salaire, Mais progressivité, évidemment. en tout cas. Mais Ouais. sur une progressivité, ça nous paraît quelque chose, en tout cas, Vous qui êtes répond d'accord, c'est les davantage engagés aux enjeux. On est d'accord avec le fait qu'il faudra travailler sur la question de la fiscalité et de la subvention et du coût pour l'État. On est en fait dans notre logique chez les engagés sur la fiscalité pour la fin des niches fiscales. Par contre, cette fin des niches fiscales, elle est conditionnée de manière absolue à ce qu'on arrive à faire une réforme fiscale, à ce qu'on arrive à faire une réforme des pensions. Et donc, c'est comme les voitures de société. Nous, on peut travailler là-dessus. Mais si, en fait, on ne fait que de retirer les voitures de société ou que de retirer l'avantage fiscal qui est sur le deuxième pilier et qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat des classes moyennes et qu'on n'augmente pas le pouvoir d'achat des personnes qui profitent à la base de ça, en fait, ces personnes-là, elles sont perdantes à tous les niveaux. Et donc, on doit... Pas la route. Pourquoi de faire une réforme fiscale, ça ne tient pas la route, monsieur Boucher, ça doit être ça le Vous allez problème. faire un pilier de pension à 40% de fiscalisation. Pas du Parce que tout. même si vous faites une Pas du réforme tout. fiscale, je ne sais pas si vous Absolument vous pas. rendez compte le Absolument volume pas. de fiscalité dans ce pays, même si vous faites une réforme fiscale, est-ce que vous pensez que vous allez faire baisser le taux moyen à 25-30%? Non, vous aurez toujours un taux moyen. Alors au lieu d'être à 39%, il va peut-être descendre à 37 ou 36. Mais si vous fiscalisez à ce niveau-là, vous n'aurez plus jamais de deuxième pilier parce qu'il n'y aura plus d'incitant fiscal. C'est le principe même de Et donc il n'y aura plus l'intérêt, de voitures. c'est d'avoir un Attendez, incitant fiscal. donc il n'y aura plus de voitures parce qu'il n'y a pas de voiture de société. En tous les cas, vous aurez un renouvellement du parc automobile qui sera beaucoup plus lent comparé à la France. Aujourd'hui, la Belgique est un des parcs automobiles les plus récents et donc avec des motorisations modernes grâce aux voitures de société. Ça, c'est encore un autre débat. Sauf que C'est la réalité. Donc la vision était C'est claire. l'incitant on fiscal. Et en tout cas, elle ne va pas nécessite une plonger dans les réforme voitures de fiscale. société, sauf qu'on pourrait dire que effectivement, s'il faut choisir, de On peut soutenir- transformer l'avantage Oui, voilà. fiscal d'une Peut-être voiture de que les société en second voitures- Ça, on est pilier. ouvert. Non, mais En second peut-être que les pilier.
pensions complémentaires Vous savez, il y a plein de plans, mais il y a les ont un plans- intérêt sociétal plus grand que Mais les voitures de il y a les société. plans Ça, café. c'est un Mais donc, Il y a les plans cafétéria, il y a les warrants, Ce il y a les qui est stock certain- options. Mais ça- Eh bien, tout ça Mais donc- peut effectivement être une réflexion, mais c'est pour ça qu'on a ce besoin qui des est certain, partenaires sociaux ce qui- pour faire une réflexion là-dessus. Mais entre Et les juste une avantages chose, salariaux, on peut ne faire peut des pas, juste différents une choix. chose, par honnêteté, Mais ça reste des niches par fiscales. honnêteté intellectuelle, on ne peut pas prendre le brut des pensions du premier pilier et le comparer entre eux. Parce que, évidemment, quand on a une plus grosse pension, on paye plus d'impôts, ça, on le sait. Et donc, il faut prendre les nets. Et quand on prend les nets des pensions des fonctionnaires, des indépendants et des salariés, évidemment, la différence diminue de manière considérable. Et en plus, maintenant, les indépendants, et j'en suis très contente, d'abord, ils auront la même pension que les salariés, mais en Grâce plus, à nous, oui. avec les... Ben oui, Oui. grâce C'est à David Claraval et et au travail de moi-même. David Claraval. Et en même temps, avec le second pilier, on voit que la pension des indépendants, puisqu'ils cotisent un peu le second pilier, est maintenant plus élevée que celle des salariés. C'est juste pour rectifier. ok. Et les chiffres sont Je là. voudrais quand Pour même... terminer Oui. cette partie, Sophie, mais je n'ai pas encore vraiment entendu ce que vous vouliez faire avec Voilà, mais ce je soutien pense fiscal que- au deuxième pilier. Voilà, je pense qu'il faut s'y attaquer, mais surtout aussi quand j'entends M. Georges-Louis Concrètement. Boucher dire, par exemple, qu'effectivement, il faut s'attaquer à l'injustice, soi-disant, dans le premier pilier. En fait, l'agenda de la droite, c'est quoi? C'est essayer de développer le deuxième pilier pour attaquer le premier pilier. Et c'est ça le danger devant lequel on est et contre tous les lequel on doit se battre. Et quand j'entends effectivement il faudra changer au niveau fiscal, je peux tout à fait suivre, et je crois qu'il faut suivre l'avis de la Cour des comptes. Et alors j'entends dire, oui, mais c'est les droits acquis. Mais quand il a fallu, combien de gens n'ont pas commencé leur carrière en pensant qu'ils allaient pouvoir prendre la pension à 65 ans, mais aujourd'hui c'est quand même devenu 67 pour nous qui beaucoup l'avons d'entre fait. eux. Donc voilà, là on ne parle pas des droits acquis. Donc je crois que c'est 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de certains avantages, là on ne peut pas y toucher. On a vu la même chose quand on a voulu s'attaquer aux pensions des députés qui étaient illégaux et à 120% du plafond Voynix. On a aussi vu que tout le monde commençait à dire oui, mais les droits acquis. Ok. Moi, si vous le Bon, permettez. il faut maintenant passer à la dernière partie de ce débat, où nous examinerons un peu plus en détail la question de savoir si le deuxième pilier de pension doit être élargi et comment. On en a déjà un peu parlé, mais approfondissons. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, près d'un quart des 3,5 millions de travailleurs actifs aujourd'hui ne constituent pas encore de pension complémentaire. Près de la moitié ne constituent qu'une pension complémentaire très modeste et le quart restant dispose déjà d'une pension dans laquelle plus de 3% du salaire est effectivement versé. Et ces 3%, en fait, sont l'objectif minimum que le gouvernement fédéral Vivaldi, le gouvernement de Croo, avait déjà fixé dans son accord de coalition. Les partenaires sociaux, on en a déjà parlé aussi, ont été invités à examiner comment passer au minimum de 3% dès que possible. Une option pour étendre serait d'introduire une adhésion obligatoire. Certains l'ont déjà suggéré dans la première partie du débat, mais tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec cela. Et je vous soumets donc la dernière proposition. L'affiliation au plan de pension complémentaire ne doit pas être obligatoire. Donc si vous êtes contre l'obligation, vous dites oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est pour, c'est pour vous faire réfléchir. Pour l'obligation. Oui, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est Vérifier qu'on est J'avais- d'accord. Donc, voilà. C'est pour voir si vous êtes encore réveillé. Doit être. Cette fois-ci, voilà, quelqu'un d'autre qui se démarque du consensus généralisé. Ah, voilà, Donc, c'est ça. tout le monde est pour une obligation du deuxième pilier, sauf Défi. Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre. Non, l'inverse. On est Non, contre l'obligation. Donc on est Nous, contre on est l'obligation. contre l'obligation et lui Ah pour oui. l'obligation. Ah, d'accord. Oui, oui. Ah oui, c'est Oui, l'obligation. ça ne compliqué. doit pas être obligatoire. Oui, compliqué, d'accord. hein, d'accord. double Lui, il négation. dit non, ça ne doit pas être obligatoire, donc ça doit être. Oui. Mais c'est moi qui ne suis pas réveillé. Oui, non, mais en plus, franchement, c'est Mais difficile. je suis d'accord hein, que vous donniez la parole aux représentants de Défi, ça je suis d'accord. Voilà. Ça me permettra Ça tombe bien. d'évoquer la fiscalité quand même, parce que je n'ai pas vu en placer une sur ce point-là, mais pourquoi l'obligation pour un certain nombre de travailleurs en fonction de leur revenu brut? Eh bien, pour permettre qu'ils contribuent davantage au premier pilier et de manière significative pour atteindre un revenu minimum, donc renforcer, pas affaiblir, pour renforcer le premier pilier, et que dans le deuxième pilier, il ressorte un certain nombre d'avantages. Je trouve que quand on fait un effort pour ce pays, quand on fait un effort pour la solidarité, on doit aussi être récompensé. Et le deuxième pilier, je vous l'avais dit en introduction, c'est l'une des vocations, selon nous, du deuxième pilier, c'est bien celle-là, c'est de le renforcer. Et l'avantage Et donc, fiscal... de le rendre l'avantage- obligatoire.
et de le rendre obligatoire. Et l'avantage fiscal qui est donné, on parle de taux moyen d'imposition de l'ordre de 37%. Oui, mais sur les bas revenus, c'est 30, c'est même 28 pour certains. Et nous, c'est à cela qu'on pense. Et donc, aller mettre un deuxième pilier où l'avantage fiscal est, si vous voulez, inférieur à ce que paye en impôts, c'est-à-dire le revenu tout de suite, plutôt que le revenu de demain, puisque nous considérons le deuxième pilier comme un revenu différé. Et donc, qu'on le prenne aujourd'hui ou qu'on le prenne demain, on doit avoir un léger avantage à le prendre demain. Sinon, effectivement, vivons tous d'amour d'eau fraîche tout de suite, dépensons tout de suite, mais le Belge, c'est une fourmi. C'est pas une cigale. Et donc, que ce soit des gros revenus, que ce soit des petits revenus, et donc on doit maintenir ce système de manière très forte. Et c'est vrai qu'on va devoir l'obliger pour un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de fonctionnaires qui gagnent une haute rémunération. Les fonctionnaires mais pas ne peuvent pour tout le monde. prendre de ça. Pour un certain nombre, mais avec nous, on le rendra possible. Et c'est déjà possible dans un certain nombre de cas. Pour ceux qui sont des indépendants et qui ont des hauts revenus, pour ceux qui sont des employés, des ouvriers qui ont des hauts revenus, ça existe aussi. OK. Madame Lallieu, pourtant, vous parliez tout à l'heure des inégalités dans le deuxième pilier. Rendre le deuxième pilier obligatoire, ça pourrait être une solution quand même. Oui, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, si on le rend obligatoire, je rappelle qu'il y a une loi 96 qui interdit pour le moment la libre négociation des salaires. Si effectivement tous les salaires d'aujourd'hui qui sont bloqués ou les marges qui pourraient être négociées doivent aller dans un second pilier sans, par exemple, avoir une rentabilité. Aujourd'hui, dans la loi, mais depuis le précédent gouvernement, c'est M. Backlund qui a fait ça, c'est un pourcentage d'intérêt de 1,75. Ça veut dire quoi? C'est en dessous de l'inflation. Donc quand on prend un deuxième pilier, c'est moins rentable qu'effectivement, on s'appauvrit par rapport à ce qu'on donne. Si les salaires ne sont pas assez élevés, vous comprenez bien que les travailleurs qui ont des salaires minimums ou des bas salaires ne voudront pas aller mettre dans le deuxième pilier. Il faut évidemment un taux d'intérêt supérieur et plus élevé et garanti, bien évidemment. Comme je l'ai dit, il faut sans doute transformer effectivement beaucoup de choses qui sont données plutôt au cadre dans les entreprises, comme les warrants, les stock options, les plans cafétéria, etc., en deuxième pilier pour l'ensemble des travailleurs et qu'il y ait plus de justice sociale dans l'ensemble des travailleurs. Et il faut faire en sorte que les secteurs faibles, alors j'aime pas dire les secteurs faibles, mais où il n'y a pas de deuxième pilier, dans tous les soins, dans tout le care, dans tous ces secteurs-là, donc des secteurs féminins, il n'y a pas de deuxième pilier parce qu'il n'y a pas de possibilité de l'employeur. Parce que je rappelle, si on dit que les partenaires une obligation pourrait justement quand même régler ce problème. C'est une négociation employeur-travailleur. Une obligation pour régler ce problème. Ah oui, une obligation, et si l'employeur ne sait pas le faire, on va prendre au salaire. Donc il faut voir comment on peut négocier et comment on peut y arriver et comment on peut mettre de la solidarité intersectorielle. Vous savez, il y a des secteurs très forts. Le secteur bancaire, il n'y a pas de problème pour eux d'avoir une généralisation. Monsieur Boucher, vous étiez du même avis sur la proposition que Madame Lallieu, mais peut-être pas du même avis sur l'argumentaire. L'argumentaire est un peu particulier parce que quand on dit c'est celui qui ne sait pas le faire, alors on va le prendre sur qui? Sur les salaires. C'est exactement le même principe quand on souhaite augmenter des cotisations sociales pour, par exemple, continuer à augmenter le niveau de pension. C'est pas compliqué, les pensions. Vous pouvez jouer sur 3 paramètres. Soit vous jouez sur le niveau de la pension, mais je pense qu'on doit plutôt travailler à la hausse qu'à la baisse. Soit vous jouez sur le nombre d'années de cotisation, soit vous jouez sur le niveau de cotisation sociale. Donc le taux d'emploi. Donc dire mais ça, je suis ravi de vous entendre, Mme Lallieu. Nous, on n'a pas arrêté. Augmenté. Et M. Dermain, non, il a augmenté moins fort que dans la moyenne de la zone euro et au niveau de l'Union européenne. Donc vous n'avez rien fait. C'est mécanique. Et justement, c'est la Vivaldi, le MR était dans la Vivaldi. Oui, mais moi, je reconnais, je ne m'attribue pas. 5 millions de personnes qui travaillent. Je ne m'attribue pas un succès pour lequel nous n'avons rien fait. Ce gouvernement n'a rien fait pour augmenter le taux d'emploi. C'est une augmentation mécanique. À nouveau, on rentre dans un autre débat. C'est une augmentation mécanique qui est le fruit du vieillissement de la population. Comme nous avons de plus en plus de gens qui partent à la retraite, d'ici 2 ans, il y en aura même plus qui partent à la retraite que ceux qui viennent travailler. Il n'y a pas eu de création d'emplois. Mais revenons à l'obligation. Pourquoi vous êtes contre? Et donc, l'obligation pour tout le monde constitue des difficultés par rapport effectivement aux marges salariales qui pourraient être dégagées alors qu'ils devraient être totalement aspirés. Mais par contre, et donc c'est vrai qu'on aurait pu répondre oui ou non, c'est vrai que pour des niveaux salariaux plus élevés, ça pourrait être envisagé dans un cadre de mesures de solidarité. Justement, on parlait de piliers de pension à 2 millions d'euros.
Dans ce cas-là, on pourrait justement profiter de ces piliers pour avoir un financement d'un système qui puisse revenir alors à des travailleurs qui ont des piliers de pension qui sont plus faibles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être réaliste. L'inégalité est très forte. On a en moyenne 58 000 euros qui est constitué. Mais si on regarde en revenu médian, on n'est que sur 10 000 euros de constitution de deuxième pilier. Donc ça veut dire qu'il y a des différences très fortes quand vous avez votre moyenne aussi éloignée de votre médian. Vous auriez dû me laisser travailler alors sur le second pilier. Écoutez, c'est pas par la fiscalité. On a loupé. Nous, on ne considère pas que c'est via la fiscalité qu'on va le faire, mais justement via par l'obligation. une mobilisation de certains niveaux de revenus plus élevés, ça peut constituer des financements qui viennent alors enrichir le modèle global. Mais encore une fois, je l'ai dit, ça doit se faire dans une réforme totale des deux piliers et pas uniquement focalisée sur le deuxième. Alors, il y a aussi différents partis qui prévoient un objectif minimum, qui parle de 2, 3, 4, voire 5, 6% de cotisation. Vous vous situez où? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet objectif minimum? Et lequel alors? Oui, alors l'objectif minimum, oui. Nous, on est plutôt aussi sur en tout cas le minimum 3%, comme c'est demandé par les partenaires sociaux, et pourquoi pas... Mais certains vont plus loin. Oui, pourquoi pas aller plus loin. Mais ici, moi, je voulais réagir sur deux éléments précis. D'abord, par rapport à l'obligation. Mais alors, je vois qu'on dérape sur le taux d'emploi, ou je vois que ça se chamaille entre PSME et sur le taux d'emploi. Mais ce que je trouve dommage, parce que moi, quelque part, peu importe que ce soit le gouvernement qui ait créé le plus d'emplois ou pas, ce qui compte, c'est que le taux d'emploi augmente. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, là où c'est important pour au débat. Non, oui, mais c'est le débat. C'est pour ça que je vais essayer de faire un lien, parce que je pense qu'il y a un lien à faire. C'est sur l'emploi des plus de 55 ans. Aujourd'hui, c'est là-dessus que pour nos pensions, c'est fondamental. Et là, peut-être qu'on n'a pas fait assez. Mais de nouveau, c'est la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, à 50... Parce que c'est facile d'augmenter l'âge du départ à la retraite à 67 ans, comme l'a fait le gouvernement précédent, MRNVA. Mais en fait, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Non, ça ne résout pas rien parce que l'âge effectif, mais on sait bien que l'âge effectif est bien inférieur. Donc c'est là où il faut travailler. Il a augmenté. Oui, mais quand on est arrivé, il était à 50. Mais oui, mais donc ça reste fétiche puisque par ailleurs, on ne prend pas compte de la pénibilité des métiers, on ne prend pas compte de ceux et celles qui à 55 ans ont plein de choses à transmettre. On allait revenir au débat. Mais donc, oui, mais pour financer les pensions, eh bien ça c'est l'enjeu majeur, c'est continuer à créer de l'activité pour les personnes et les garder en activité, les personnes de plus de 55 ans, y compris dans des formules où ils diminuent leur temps de travail et que des jeunes prennent le temps de travail disponible. Ça, c'était ma première réaction. Et la deuxième réaction, et là, c'est précisément par rapport à l'obligation ou pas, par rapport au deuxième pilier, il y a aussi une dimension, je trouve qu'on n'a pas encore prise dans le débat, et c'est pour ça que je voulais l'ajouter, c'est qu'on sait bien aussi qu'aujourd'hui, quels sont les types d'entreprises qui, en fait, recourent massivement au deuxième pilier. C'est souvent, alors vous avez cité certains secteurs, mais aussi une taille d'entreprise. Ce sont les grandes entreprises, en général. Ce sont souvent que ce soit le secteur bancaire, mais ça peut être le secteur industriel, le secteur financier, etc. Mais les PME qui représentent 98% des entreprises en Belgique, plus de 60% de l'emploi, c'est souvent là où c'est en fait difficile. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'employeur n'est peut-être pas en capacité de le faire, peut-être mal informé, peut-être que ça ne correspond pas aux employés qu'il a, qui sont peut-être jeunes et qui ont d'autres préoccupations. Et une obligation ne serait pas la solution alors ? Donc justement, je pense que oui, mais obligé contre son gré. En tout cas, nous, c'est pas notre philosophie politique. Par contre, c'est là où tout à l'heure. Non, mais c'est là. Non, mais c'est là où justement, je pense que ce qui est intéressant. Vous êtes très libéral, on sait. Oui. Merci. Ce que je voulais dire, si je peux terminer mon raisonnement, quand je réfléchis le raisonnement, on pourrait vous dire s'il est écologiste, libéral ou autre. Ceci dit, il y a parfois ça se recoupe. Mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir être... justement, donner tout à l'heure, je disais, des fiscalités différentes. Par exemple, sur les PME, quand on voit qu'il y a une problématique spécifique par rapport à cela, parce que les chiffres montrent que c'est essentiellement, en grande majorité, des grandes entreprises, je pense que là aussi, on pourrait faire des choses spécifiques, que ce soit en termes de taux, que ce soit en termes de soutien, avec un minimum, donc le 3%. Mais je pense que là, typiquement, et on le fait aujourd'hui déjà, donc c'est pas quelque chose... Il y a des règles spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, notamment en termes d'impôt des sociétés. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer certaines, effectivement, règles qui soient spécifiques pour les travailleurs, travailleuses qui travaillent dans ces secteurs-là et qui généralement ne sont pas les plus grands salaires au niveau belge non plus d'ailleurs. Ce serait quoi ces règles spécifiques alors ? De donner davantage comme je dis, que ce soit davantage aidé, qu'on aille vers des montants déduction de cotisation qui soient supérieurs, pourquoi pas. Enfin, c'est des choses qui en tout cas pour nous sont possibles. Parce que de nouveau... Stimulé mais pas obligé. Oui, et la politique c'est ciblé aussi. Quand on voit qu'il y a un problème, et là il est très clair en termes de secteur et en termes de type de travailleurs, travailleuses, et donc travaillons à cela. Et pour l'investissement dans les
Madame Merckx, éthique et vert, là, là aussi pour... c'est une possibilité ou c'est une obligation, votre proposition? Alors, j'entends qu'on revient sur les investissements climatiques. Non, moi, je trouve ça climatique, vous avez dit fascinant éthique et travailler tout ça. Oui, oui. C'est une obligation ou bien chacun Alors, au niveau, réponse courte. Alors, au niveau européen, heureusement, il y a des objectifs climatiques qui ont été d'ailleurs Mais ça, je ne dis rien validés. pas. Je pose une question précise. Les objectifs Vous dites le deuxième pilier, on va mondiaux. investir que dans des trucs climatiques et Alors pour nous, oui, spécifiques. ça doit être. Oui, C'est une obligation, ça. Comme c'est le cas pour la plupart des invests publics aujourd'hui en Belgique. Et C'est on y une travaille d'ailleurs obligation. même au niveau fédéral, avec la SFPI. C'est une on y obligation, travaille dans- c'est une obligation obligatoire. Mais c'est une obligation son pour gré. la survie de notre planète. Je pense que ça. Contre notre gré. Ok. Vous avez aussi ajouté... Mais ça, c'est... voilà, revenons à Donc, ça veut l'autre dire obligation tout ce dont qui est on effet parlait. Stal, tout ce qui Monsieur est Boucher, fast merci. food, Bah, tout ça ce qui dépend. est soda. Mais ça, c'est vous qui Je voudrais décidez. revenir vers Madame Merckx. Mais c'est le problème de la notion Revenons d'éthique. donc à la question du début. Bon, vous avez beaucoup parlé voilà, des inégalités aujourd'hui dans le deuxième pilier. Pourquoi une obligation, pour vous, ne serait pas une solution pour diminuer ces inégalités justement? Non, parce que voilà, selon nous, ce qu'il y a là derrière, c'est effectivement une attaque contre le premier pilier, quoi. Donc, Je vais montrer on va là. stimuler le deuxième pilier, effectivement. Pourtant, M. Boucher, vous avez dit qu'effectivement, il attaquait le premier pilier, mais il n'est pas pour une obligation non plus. Donc, Non, parce que pour lui, voilà, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'obligation, parce que pour lui, c'est le marché libre, effectivement, complètement, et donc voilà, Merci, Madame celui qui a de l'argent, il pourra toujours en avoir Mais plus. donc, vous êtes peut-être aussi et pour assez nous, libéral, le finalement. premier pilier, c'est pour nous, ça reste le socle, et c'est le premier pilier qui doit permettre C'est les libéraux aux qui deviennent gens de communistes, vivre c'est pas- dignement. Et tant donc, ils veulent qu'on plus de deuxième tabou. stimuler le deuxième pilier, pour nous, c'est aussi définancer la sécurité sociale, par exemple. C'est le cas aujourd'hui. C'est effectivement des rentrées fiscales qui n'y sont pas. Et donc, voilà, il faut effectivement, s'il y a deuxième pilier, il faut écouter la concertation sociale, il faut une meilleure fiscalité. Mais le premier pilier reste pour nous vraiment le socle. Et il faut pouvoir vivre dignement d'une pense pension que ce qui est important légale. dans la réponse, c'est que Mme Merckx a dit s'il y a deuxième pilier. Et donc je pense que la volonté réelle du PTB, c'est qu'il n'y ait plus de deuxième pilier. Ça serait plus simple que vous le disiez dès le début du débat. On aurait gagné un peu de temps. Parce qu'à vous écouter, vous ne souhaitez plus de deuxième pilier, ce qui peut être votre droit. qui n'était Mais pas la réponse aujourd'hui, à comme la je l'ai dit, question. M. Boucher, pour beaucoup de gens, le deuxième pilier est nécessaire pour pouvoir vivre dignement. Mais donc quand vous aurez Mais donc, nous, renforcé le premier, effectivement, vous supprimez le deuxième. Non, on ne supprime pas forcément le deuxième. Ça peut être un complément pour ceux qui ont effectivement fait appel à ce deuxième pilier ou qui ont eu la chance de l'avoir. Oui, on n'est pas contre en soi que ça existe, mais on est pour que chacun puisse vivre dignement avec le premier pas une pilier. obligation. Mais Et l'abolir, reste ça la pourrait être une option pour vous. Je n'ai pas du tout dit ça, monsieur Sinard. C'est une question que Je je n'ai pose. pas du tout dit qu'il faut abolir le deuxième pilier. Le système peut continuer à exister moyennant Ok. des corrections. Un peu de liberté, Ok. mais pas trop. Revenons vers la question donc, de l'obligation minimum de cotisation. Quel est votre avis là-dessus? Donc, moi, je pense que le débat, il mérite de se poser de manière un peu plus claire et moins dans le brouhaha que celui dans lequel on le mène jusque maintenant. En fait, c'est une vraie question de société. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au tout départ, on peut avancer vers cela, mais on doit se poser la question de comment on réforme et comment on voit réellement notre système de pension. Parce que d'une part, on a notre système redistributif actuel qui essaye d'être le plus croissant et le plus proportionnel à nos revenus. D'autre part, on pourrait avoir un modèle plutôt anglo-saxon qui vise à avoir un revenu minimum pour chacun et puis le reste, c'est de la capitalisation. Alors, on ne peut pas avoir et l'un et l'autre. Aujourd'hui, le nôtre est quelque peu hybride, mais on ne peut pas avoir et l'un et l'autre. Donc, soit on décide d'avoir un droit minimum social et la capitalisation, mais si on fait les deux, ça va simplement représenter un surcoût salarial et on n'arrivera pas à avoir, un vrai bon revenu de remplacement. Et on parlait tout à l'heure d'attaque au premier pilier. La réelle attaque au premier pilier, c'est la politique de l'autruche qu'on mène actuellement. C'est celle de se dire que tout va bien, il n'y a pas de soucis, on n'a pas du tout de difficultés, on n'est pas, en train de creuser la dette. Et vous proposez une réforme. Mais on propose une réforme de... C'est un peu caricatural, je peux hein, terminer un peu. Je peux Mais bon, terminer oui, Je peux terminer, voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est une vraie réforme des pensions. Qu'est-ce qu'il y a derrière le terme vrai? Mais laissez-moi terminer ma phrase et je vous la On est donne. occupé, donc allez-y. Mais attendez, je peux exprimer... Oui, je ne sais pas si votre Voilà. contribution éclaircit vraiment Donc plus la ce débat. proposition, mais- la proposition, c'est la même que celle que formule M. Jean Hendricks, c'est le compte pension. Et donc c'est la volonté de faire en sorte... Voilà, c'est une super. Vous proposition diminuez concrète. les Voilà. pensions en points, c'est ça? Et donc, Absolument, ce les n'est pas la travailleurs pension à n'auront point. pas de pension, c'est Madame Lallieu, super. vous connaissez C'est assez vraiment bien le super. sujet que pour ne pas être caricatural sur celui-ci, Vraiment. sincèrement. Monsieur Hendricks, Sincèrement. Je Et donc crois la qu'on volonté, s'éloigne à nouveau. la un peu volonté, c'est de trop se dire que du si on sujet veut du débat. généraliser le premier pilier, on ne pourra pas le faire en gardant exactement le même système qu'aujourd'hui. Donc on a besoin d'une réforme générale qui doit se faire dans le sérieux et la bonne gestion et pas avec la manière avec laquelle on mène un débat aujourd'hui.
Nous devons malheureusement conclure ici. Je tiens à remercier tous les responsables politiques pour ce qui, à mes yeux, a été un débat intéressant et approfondi sur un sujet important, mais trop peu discuté. Alors, vous aurez probablement remarqué que c'était un débat entre partis francophones sur un thème pourtant fédéral. Initialement, on voulait organiser un débat bilingue, mais pour différentes raisons, ça n'a malheureusement pas pu se faire. Mais si l'avis des partis flamands vous intéresse quand même, vous pouvez suivre un débat politique similaire avec leurs représentants sur Canal Z. Misschien tot daar.